Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de mai. Alors j'ai un seul invité qui est François Sureau. Bonjour François Sureau. Bonjour Josiane Savigno. Alors on va parler de ton dernier livre qui s'appelle S'en aller. Tout le monde sait que je suis phobique des jaquettes, mais j'ai gardé celle-là, j'ai gardé cette reproduction parce que je pense que c'est vous qui l'avez choisie et je la trouve très belle. Oui, elle est très très bien. Parmi les passions de mon existence, il y a Robinson Crusoe. Et donc comme je suis passionné par Robinson Crusoe et que je suis un esprit absolument obsessionnel, j'ai recherché la presque totalité des illustrations au fil du temps, depuis la première publication jusqu'à les publications plus récentes, les illustrations de Robinson Crusoe. Et ça, c'est une illustration qui doit dater des années 1880, qui ont été faites par un illustrateur anglais dont j'oublie le nom naturellement, mais où Robinson Crusoe part à la découverte de son île. Voilà. Voilà une bande que je ne supprimerai pas pour une fois. Alors, j'allais dire, l'affaire est complexe parce que déjà, 55 minutes, 52 minutes, 1 heure pour parler de ce livre, c'est très compliqué. Mais en plus, François Sureau, vous êtes un homme pluriel. Vous êtes avocat, écrivain, académicien français, membre du comité de lecture de Gallimard, soldat quand il le faut. Et donc, l'affaire est complexe, c'est ce que je disais. Je voudrais quand même, avant qu'on parle de ce livre, vous interroger sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est que à plusieurs reprises, vous avez écrit dans divers journaux des tribunes sur la question des libertés publiques. Est-ce que vous pensez que les libertés publiques sont menacées dans ce pays aujourd'hui ? Oui, je pense qu'elles le sont. Je pense qu'elles le sont, mais pour des raisons extrêmement profondes et qui ne rendent pas facile la protestation. Pourquoi elles le sont ? Juste sans rentrer dans trop de détails techniques, mais quand je faisais mes études, vous savez, moi, j'appartiens à une génération qui, pour des raisons familiales, historiques, comme sans doute pas mal de nos auditeurs d'ailleurs, a été marquée par la période de la guerre. Je suis né 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sous l'empire du plus jamais ça, et la meilleure réponse au plus jamais ça a été la défense d'un état de droit de type démocratique classique. Cet état de droit comportait plusieurs choses élémentaires, la séparation des pouvoirs, la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de s'associer, la liberté de manifester, et surtout quelque chose de très important, une conception de la vie sociale qui était une conception où on pouvait librement s'exprimer, et où, plus encore, les gens qui avaient commis des erreurs, des fautes, des crimes, des délits, on croyait en leur rédemption. C'est-à-dire qu'on pensait qu'après l'expiration de leur peine, ils étaient dignes de reprendre leur place dans la société. La dislocation de la civilité française, l'inquiétude généralisée a créé depuis 10 ou 20 ans un mouvement extrêmement fâcheux dans lequel, par exemple, avec la rétention de sûreté, on ne vous libère pas nécessairement à l'expiration de votre peine, où il n'est pas possible d'exprimer librement des opinions de manière radicale. Moi, je suis plutôt un adepte du système américain là-dessus, même si ces opinions sont pénibles. Il n'est pas possible d'exprimer de manière radicale sans se voir exposé à des foudres pénales, à des foudres civiles, ou au contrôle des autorités administratives, où la garde à vue a été utilisée massivement comme un instrument de police administrative et du contrôle des foules, et où, globalement, on s'éloigne de ce qui était notre idéal, un idéal difficile à tenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit devenu une dictature ni un régime totalitaire, naturellement. Tout ça est absurde. Et quelquefois, je suis énervé de me voir qualifié de chantre de la liberté quand je vois par quel type de personne je suis approuvé, par les mélenchonistes chavésiens, par les fanas de l'islam politique. Non, je ne fais pas partie des gens qui pensent que Cuba, c'est très bien, qu'on peut péter les abribus à coups de batte de baseball ou de boules de pétanque, et que le voile intégral est une bonne chose. Entendons-nous. Ce que je veux dire, c'est que je suis attaché à la préservation d'un cadre général des libertés dont, par inquiétude, peut-être on s'écarte. Et la vraie question pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on s'en écarte ? Parce que c'est pas tout de tonner en disant que tout ça n'est pas bien, mais il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on s'en écarte, et ces raisons me paraissent extrêmement profondes et avoir trait à une inquiétude sécuritaire, à une inquiétude de civilisation aussi, au fait que nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Sommes-nous Français, Occidentaux, Européens ? Vivons-nous dans un pays judéo-chrétien, dans un pays d'ancienne culture catholique, dans un pays multiculturel ?
Et tout ceci génère des comportements d'inquiétude qui aboutissent au durcissement du cadre légal des libertés. Et vous avez fait, il y a assez peu de temps, une intervention très remarquée et relayée dans la presse sur la justice à l'Académie des sciences morales et politiques, qui a dû déranger certains. Alors, peut-être, mais alors là aussi, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, comme souvent en France, alors j'ai beaucoup fréquenté la justice pendant 40 ans comme avocat, enfin comme magistrat et comme avocat. Comme toujours en France, ce qui est très frappant, c'est qu'on est sorti d'un système sans rentrer dans un autre. C'est-à-dire que, au fond, avant, nous avions un système, je ne dis pas de justice aux ordres du pouvoir, mais en tout cas, notre organisation était assez simple et lisible. On est sorti de ce système sans pour autant rentrer dans le système anglo-saxon. Nous sommes donc dans un système qui est entre les deux et qui, au fond, cumule les inconvénients. Multiplication des procédures, multiplication des acteurs, peu de responsabilité des acteurs principaux. Et donc, tout mon propos consistait à dire, d'abord, j'aimerais bien qu'on préserve l'essentiel. Je suis très frappé de voir comment, par exemple, la Déclaration des droits, l'ordre constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel sont contestées aujourd'hui par les franges les plus extrêmes de la vie politique. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement préoccupant. Avec une manière d'ailleurs de céder aux injonctions répressives tout à fait surprenante. Moi, par exemple, je suis un grand admirateur de la Cour suprême israélienne. Dieu sait qu'elle est exposée à des circonstances historiques incomparablement plus difficiles que les circonstances historiques auxquelles nous sommes confrontés. Et pourtant, elle maintient, contre vents et marées, des éléments de droit qui me paraissent, révélateurs de la meilleure tradition, entre guillemets, ce que nous ne faisons pas nécessairement. Et je pense que beaucoup de ces choses ne devraient pas appeler de grandes réformes radicales, mais plutôt des réformes simples, simplifier les procédures, autoriser les opinions dissidentes, créer une justice de proximité plus efficace. Tout ceci ne suppose pas de mettre le monde judiciaire cul par-dessus tête, mais je suis frappé comme les Français cumulent très souvent l'adjonction de dispositifs techniques qui obscurcissent la totalité du paysage, avec le rêve sans cesse remis au lendemain d'une grande réforme centrale qui résoudrait tous les problèmes. Alors, François Sureau, S'en aller, publié chez Gallimard. Mais d'abord, le titre, pourquoi s'en aller ? Ah, ça c'est... Je vais faire l'inspecteur Colombo, si vous me permettez. Oui, mais vous avez le droit. En réalité, j'ai écrit ce livre pour parler de mon long compagnonnage existentiel, long compagnonnage de ma vie, avec un certain nombre de figures dont on parlera sans doute, et qui sont pour certaines très connues, et pour d'autres pas du tout, ou pas connues du tout. J'en ai découvert beaucoup à travers votre livre. Et qui m'ont accompagné toute mon existence. Et au départ, je l'ai écrit comme un éloge du départ. Vous savez que Baudelaire disait « on a oublié 2 droits dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit de se contredire et celui de s'en aller ». Voilà. Donc j'aimais beaucoup cette phrase, naturellement, et je l'ai écrit comme un éloge du départ, parce que dans ma vie, je suis beaucoup parti, et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, ça n'est qu'ayant écrit le livre que, c'est là où je vais faire l'inspecteur Colombo, c'est alors que je finissais de l'écrire, que ma femme, l'ayant lu, m'a dit en fait, en réalité, ils ne s'en vont pas du tout. Ils étaient déjà partis avant de s'en aller, ce qui est parfaitement exact. C'est pas faux, oui. Et le portrait de ces excentriques dont je parle, c'est le portrait de gens qui n'étaient déjà pas tout à fait là au moment de s'en aller. C'est-à-dire de personnes qui manifestent avec éclat la pensée de Rimbaud qu'on connaît et qui est selon laquelle la vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde, etc. C'était déjà ce qu'ils ressentaient. Au fond, je pense que Hugo le ressentait, que Rimbaud le ressentait à l'évidence. L'une des raisons qui a fait que je mourrais attaché au souvenir du mouvement surréaliste, ce qui désormais paraît étrange à beaucoup de monde, c'est que c'est avec les surréalistes que j'ai pris pour la première fois conscience que ce sentiment que j'avais eu depuis l'enfance, que ce monde-ci n'était pas tout à fait le bon, qu'il en existait un autre, qu'il fallait s'efforcer de trouver en écartant le rideau, c'est aux surréalistes que je dois d'en avoir donné, par les manifestes d'André Breton, par la peinture aussi, par la poésie, celle de Desnos notamment, d'en avoir donné l'expression la plus éclatante et qui m'a fait, quand j'ai découvert la littérature surréaliste, et qui m'a fait en quelque sorte rentrer chez moi. Voilà. Mais ce chez moi est le chez moi de quelqu'un qui n'était déjà pas là, et probablement raison pour laquelle il rêvait de s'en aller. Voilà. Alors vous avez choisi en épigraphe une phrase de l'Évangile selon saint Jean. Nicodème lui réplique « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Alors là, c'est pas partir, c'est revenir. C'est revenir, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle une partie du livre, et notamment le livre de la fin, se passe dans des monastères qui sont, comme tous les lieux d'ailleurs, comme tous les lieux de la Bible, comme tous les lieux inspirés par la parole biblique, qui sont des lieux où on espère que vont se conjuguer le départ et l'arrivée. Parce qu'on y va en ayant abandonné le reste. Je te conduirai sur une haute montagne, et là je parlerai à ton cœur, dit le Seigneur. Et donc on est conduit, on a abandonné le reste, on est sur la haute montagne, on attend qu'il parle. Notre vie est une espèce de Sinaï où le plus souvent malheureusement il ne se passe rien, mais en tout cas on continue de vivre dans cette attente. Et ce départ vers ces endroits est aussi le rêve d'une arrivée dans un autre endroit où enfin nous pourrons coïncider avec nous-mêmes. Et ceci se place sous les deux auspices de l'attente et du voyage lui-même, qui sont d'ailleurs deux choses qui sont, à mon sens, je parle au sens littéraire naturellement, je ne suis pas un fort théologien, mais qui sont inséparables, par exemple, de la destinée d'Israël. Vous vous souvenez du psaume 130 ? Dans la classification classique. Seigneur, je n'ai pas le regard fier, ni le cœur ambitieux, je ne poursuis pas de grands desseins, ni de merveilles qui me dépassent, non, mais je tiens mon âme en moi, égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère, attend le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Donc il y a cette partie-là, qui est la partie de l'attente. Et puis, il y a une autre partie qui m'est particulièrement chère, qui est qu'attend-on ? Eh bien, on attend ce Dieu mystérieux qui, en réalité, s'exprime de manière toujours imprévue. Il s'exprime de manière imprévue dans le livre de Samuel. Vous vous souvenez que dans le livre de Samuel, Samuel est en train de dormir, Élie, et il entend une voix qui lui parle, et il pense que c'est Élie qui l'appelle, il va voir Élie, et Élie lui dit « je t'ai pas appelé, retourne te coucher », ça se passe 3 fois, et au bout de la 3e fois, Élie comprend, lui auquel Dieu ne parle plus, que c'est Dieu qui s'adresse à Samuel et lui dit « la prochaine fois que tu entendras cette voix, tu diras « parle Seigneur, ton serviteur t'écoute ». Et que dit-il quand il parle ? Il s'exprime d'une manière qui m'est toujours apparue réaliste, d'une certaine manière, qui est qu'il ne fulmine pas des anathèmes, il ne prononce pas de paroles définitives, il n'écrit pas des encycliques, il ne produit pas des milliers de pages de dogmes, mais il est, comme dit la Bible, il est dans le murmure du vent. C'est-à-dire, il est dans ce qui se passe quand on... Voilà. J'ajoute d'ailleurs, puisqu'il faut se rattacher à cette tradition, que quitte tes parents et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Pays qu'on ne connaît pas au moment de commencer à voyager, ce qui est l'injonction qui est adressée par Dieu à Abraham, est exactement l'injonction qui m'a fait écrire ce livre. Quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Mais on ne sait pas lequel c'est exactement. Mais alors très vite dans ce livre, vous dites par exemple, je souffre de ne pas trouver d'unité à ma vie. Or, finalement, moi je trouve que quand on lit le livre, et quand on lit aussi d'autres livres de vous, et quand on voit ce que vous faites, ce dont on a parlé tout à l'heure, la défense des libertés publiques, ça, je trouve qu'il y a une remarquable unité dans votre vie. Oui, j'espère en tout cas qu'elle n'est pas aussi désordonnée qu'il y paraît, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'unité professionnelle. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de métiers, enfin j'en ai fait plusieurs, je n'ai excellé dans aucun. J'ai fait des études pour devenir fonctionnaire, j'ai jamais été haut fonctionnaire, j'ai jamais dirigé de cabinet de ministre, j'ai jamais été ministre, j'ai jamais été député. Parce que vous avez voulu rester libre. Probablement, oui, mais quand j'étais juge, je ne suis jamais monté en haut match. Quand je suis devenu avocat, je n'ai pas été un grand avocat. En revanche, au travers de tout ça, j'ai essayé de suivre une espèce de voix mystérieuse qui m'appelait et qui était profondément celle qui me faisait écrire. Et là où je trouve votre question extrêmement pertinente, c'est que pour moi, au risque de passer vraiment pour un neuneu, il y a quelque chose, il y a dans le fait d'écrire et dans le désir du bien, de manière générale, dans le désir du bien en société, dans le désir du bien social, et dans le fait d'écrire, quelque chose qui consonne de manière extrêmement mystérieuse. Nous autres Français, nous sommes habitués à la formule de Gide, selon laquelle ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Alors elle est vraie, évidemment, on ne va pas se mettre à écrire des livres pieux ou moralisateurs. Ou feel good, comme on dit aujourd'hui, voilà, feel good, c'est assez terrible. Mais elle est fausse
si l'on imagine que la littérature peut se passer, enfin en tout cas à mes yeux elle ne se passe pas, la vraie littérature, du désir du bien, du désir d'un bien extrêmement profond. C'est ce qu'exprime Stevenson dans Les Porteurs de lanternes, qui est un texte absolument magnifique. Et sous ce rapport, en effet, je trouve une unité étrange entre ce que j'ai essayé d'écrire et les 2 ou 3 causes que je me suis efforcé de défendre. Le résultat en littérature, d'ailleurs, n'est jamais simple. Ça ne veut pas dire qu'on se met à écrire des livres qui présentent des destinées parfaites ou des hommes ou des femmes admirables, mais simplement que c'est, d'une certaine manière, qu'il faut rester... oui, que la littérature ne vaut... qu'elle ne vaut que par cette tension vers le bien. Je me souviens que, puisque nous l'avons bien connu tous les deux, enfin vous beaucoup plus que moi, mais je me souviens qu'un jour, quand j'étais jeune, j'avais été demander des conseils à Solers, qui m'avait dit, j'ai 2 conseils à vous donner, faites le bien et n'hésitez pas, quand vous écrivez, à faire beau. Et j'avais trouvé ça absolument remarquable, parce que ça tranchait d'ailleurs absolument sur le pessimisme délétère et le côté sinistre. Et vous savez, il y avait cette phrase scène littéraire. Il y avait cette phrase d'Angelo Rinaldi, qui est quelqu'un que j'aime assez peu, qui avait dit qu'est-ce qu'un roman du chagrin développé par la grande mère. Et Solers lui avait répondu pas du tout, c'est une intense gaieté faite en dépit de la grammaire. Je suis plutôt d'accord avec Solers. Vous vous souvenez il y avait une scène absolument... Un auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je continue d'aimer, qui est Vladimir Nabokov, quand il était interrogé par Pivot. Alors bon, je vais pas me livrer pour vos auditeurs à une imitation de Nabokov, encore que j'adorais son accent russe. On va pouvoir le retrouver, c'est un moment d'anthologie. Il y a un moment d'anthologie où notamment il est face à... Comment il s'appelait? À Lapouge. Alors il discute avec Lapouge et puis Pivot lui demande à peu de choses près s'il est gai ou triste. Évidemment, Nabokov, qui devait être aussi triste qu'on peut l'être dans son fort intérieur, si je puis dire, manifeste une gaieté absolument totale. Et Pivot lui dit à ce moment-là, mais en fait, oui, votre gaieté vient de l'ironie. Et alors Pivot lui répond, et Nabokov lui répond, pas du tout, monsieur Pivot. Il y a de l'amertume dans l'ironie. Mon art, monsieur Pivot, est un pétillement bonhomme qui vient autant de l'estomac que du cerveau. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est magnifique. Alors, parmi les personnages dont vous parlez, donc il y en a qui sont très connus, comme on va le voir, d'autres beaucoup moins. Et alors, il y a un personnage qui est le père de quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, qui est Raymond Lindon, le père de Jérôme Lindon. Ah oui, alors pourquoi Raymond Lindon? Raymond Lindon, pour moi, est un personnage... je suis content que vous en parliez parce qu'il est un peu oublié maintenant. Oui. Raymond Lindon son fils l'a effacé. Voilà, son fils l'a effacé. Son fils et son petit-fils d'ailleurs, enfin les deux. Bref, ils se sont effacés. Ils se sont effacés génération après génération. Raymond Lindon était un personnage tout à fait extraordinaire, qui était lié d'ailleurs en quelque manière. Alors, je suis pas fort généalogiste, mais à la famille Citroën d'ailleurs. Par ailleurs, celle de la Croisière jaune, etc. Raymond Lindon avait commencé sa carrière comme avocat, et puis il a été exclu du barreau à cause des lois de Vichy. Et après la guerre, il a été réintégré, mais non pas dans le barreau, mais dans la magistrature. Et dans la magistrature, il a été l'un des grands procureurs des procès de la Libération, avec une qualité d'écriture, un discernement, une générosité absolument sans faille. Ça m'a toujours beaucoup frappé sur le plan humain, parce que j'ai pas besoin de m'étendre sur les raisons qui font qu'on lui aurait pardonné une certaine forme de partialité en ce domaine. Et pourtant, je me souviens en particulier de ses réquisitions sur l'affaire Bonnard. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Abel Bonnard, qui était le ministre de l'Instruction publique de Vichy, qui était moins pétainiste, qui n'était pratiquement franchement nazi. Oui. Bon. Et Bonnard a été condamné par contumace, s'est réfugié en Espagne pendant 10 ans, et puis le voilà qui rentre 10 ans après. Son souci était de reprendre son siège à l'Académie française, d'ailleurs, ça n'a pas eu lieu, heureusement. Et donc il rentre 10 ans après, et il a donc un nouveau procès, puisque la première fois c'était par contumace, où Raymond Lindon est l'avocat général, et ses conclusions sont magnifiques, parce qu'il dit, voilà un vieil homme, il s'est continuellement trompé, il a appelé à commettre des crimes abominables, il n'en a pas commis lui-même, mais il a participé à un gouvernement qui en a commis ou appelé à en commettre.
Enfin, il est très vieux, ça fait 10 ou 15 ans qu'il est à l'étranger, et en réalité, une seule peine convient. Et je trouvais ça assez extraordinaire dans la mesure où Bonnard et ses semblables avaient prétendu exclure, je ne parle pas des Juifs étrangers, mais les Israélites français de la communauté française. Il dit, au fond, il a prononcé contre lui-même la peine de bannissement. Remarquable, il a prononcé contre lui-même la peine de bannissement, et il a eu raison. Et je vous propose donc de confirmer le bannissement d'Abel Bonnard. C'est d'une finesse de raisonnement. Donc il a dû quitter la France. Et il est reparti. C'est d'une finesse, c'est dit sans excès. Alors par ailleurs, c'était aussi un personnage extrêmement pittoresque. Il écrivait, il avait fait un petit livre que j'ai retrouvé, mais je me demande s'il n'était pas renéoté à usage familial, hein, avec des maximes absolument extraordinaires. Et sur une sorte de traité de savoir-vivre, quoi, qui était quand même extrêmement drôle. Et surtout, il était maire d'Étretat. Il était maire d'Étretat pendant très longtemps. Je ne connais pas d'homme qui... Enfin, il en avait bavé quand même pendant la guerre, après, etc. C'est extraordinaire quand on lit ses souvenirs, quand on lit les descriptions qu'il a données de la ville d'Étretat, quand il a comment dire, c'est le Français idéal. C'est le Français idéal. Il est ce qu'il est, c'est un juif français, infiniment compréhensif de tout ce qui est français et pas juif. Vous voyez, infiniment compréhensif, respectueux, ironique. C'est vraiment, il y a quelque chose de très très saisissant dans la personnalité de Lindon, alors qui en plus l'a amené à se passionner pour Maurice Leblanc. Et Maurice Leblanc est chez vous aussi. Voilà, alors Maurice Leblanc, alors évidemment, il était maire d'Étretat, donc Arsène Maurice Lupin... plus connu que Raymond Lindon. Exactement, mais alors, l'Aiguille creuse... Alors, il avait publié un livre qui s'appelait Le secret de l'aiguille. Il avait publié chez Minuit, chez son fils. Sous le pseudonyme de Valère Catogan, qui est l'anagramme de avocat général, et qui est un livre d'une érudition absolument charmante, où il explique ce qu'est pour lui le secret de l'Aiguille creuse, qui n'est pas du tout ce qu'on croit, mais qui est le secret d'une plage mystérieuse où tous les gens qui ont dû partir de France, s'en aller, ont pu trouver le moyen de fuir vers l'Angleterre. Et c'est vraiment un livre absolument... Non, Raymond Lindon est un personnage tout à fait délicieux. Oui, j'avais envie qu'on lui rende hommage. Mais c'est pas vraiment lui, François Sureau, qui vous a amené à Maurice Leblanc. Vous étiez déjà... Non, j'étais déjà dedans, mais alors j'étais assez frappé de voir... parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est resté magistral. Hein, donc à certains moments, quand il parle de choses et d'autres, notamment dans les livres de Maurice Leblanc, il s'interroge sur les capacités déductives de Beautrelet, et c'est comme s'il saisissait un dossier judiciaire en disant « Mais non, mais là, ça va pas du tout, la pièce 4 ne colle pas, Beautrelet raisonne mal sur la deuxième circonstance du crime, et ainsi de suite. » Il est très amusant. Et alors, Henri Troyat, je me suis demandé ce qu'il faisait là. Alors, Henri Troyat, qui n'est pas vraiment ma tasse de thé. Hein, mais c'est ce que j'imaginais, c'est voilà. Pour ça que je me demandais pourquoi il était là. Mais de temps en temps, il y a des auteurs comme ça qui ont écrit des livres qui m'ont retenu. Et Henri Troyat est celui qui a décrit la vie extraordinaire de Jacques Le Baudy, et de manière très romanesque. Alors, Le Baudy, c'était l'héritier d'un empire sucrier, qui était né avec le blocus, quand Napoléon a empêché qu'on s'alimente en sucre venu des Antilles, sucre de canne. Il y a des gens qui sont mis à exploiter de la betterave, et donc qui ont fait du sucre de betterave, les Béguin, etc., et les Le Baudy, qui ont bâti un véritable empire sucrier. Et l'un des descendants de cet empire, Jacques Le Baudy, au tournant du siècle précédent, Jacques Le Baudy, devenu complètement maboule, a décidé de rééditer L'homme qui voulut être roi de Kipling et à se bâtir un empire dans les sables de la Mauritanie. Voilà. Il a fini au cabanon, hein, il a fini à l'asile. Il avait quand même, comme il était furieusement riche, vous imaginez Elon Musk ou d'autres gars de ce type décidant tout d'un coup d'acheter 4 croiseurs de la marine, de recruter 2000 soldats et d'aller prendre d'assaut. C'est ce qu'il a fait. Il a acheté un croiseur de la marine, il a recruté des marins et il est allé prendre d'assaut une côte mauritanienne où plus tard, d'ailleurs, Saint-Ex devait s'échouer en avion, en disant « c'est ici chez moi », en distribuant des décorations partout et en semant, il faut bien le dire, le bordel dans la région, ce qui fait que la République a dû envoyer le frère de Jaurès, qui était amiral, en croiseur pour essayer de désarmer le malheureux Le Baudy, sans d'ailleurs y parvenir. Enfin, c'est une scène extraordinaire. Et Troyat raconte ça de manière assez drôle, et donc je trouvais ça pas mal. Et alors, vous pensez vraiment que les Français sont un peuple administratif ? J'ai vu ça chez vous. Oui. C'est quoi un peuple administratif, exactement ? Alors, je pense que... Écoutez,
je vais me fâcher avec beaucoup de monde, mais je pense qu'il y a des systèmes dans lesquels le fondement des systèmes, quand on le voit de manière générale, est quand même très amusant. Le fondement du système anglo-saxon de type classique, ce sont les droits du citoyen. Ça n'est pas notre fondement. Notre fondement à nous, c'est la souveraineté de l'État. Ce qu'on aime, c'est l'État. Et comme nous sommes par ailleurs un peuple littéraire, Tocqueville disait, nous sommes un peuple de politique littéraire, alors l'État devient notre écrivain suprême. Et franchement, qui a passé sa vie à lire le journal officiel est fasciné par le fait que l'État, assez souvent inefficace, il faut bien le dire, se revanche dans la création d'une œuvre littéraire monstrueuse. Mais j'ai vu que le journal officiel était une de vos lectures assidues. Alors, ça l'a été pour des raisons professionnelles, si vous voulez. Mais on trouve dans le journal officiel, on trouve absolument de tout. Des choses qui font infiniment rêver. Pour le français, rien n'existe si ça n'a été tamponné par l'administration, si vous voulez. Par exemple, je ne sais pas, prenez l'existence d'une concession minière en Guyane pour trouver de l'or, eh bien, il faut que cette concession ait été approuvée, tamponnée et fait l'objet d'une autorisation. Les règles de l'autorisation sont prévues par leur journal officiel, ce qui fait qu'on a l'impression qu'en France, ce qui est important, ça n'est pas Malraux et Corniglion-Molinier partant en avion pour survoler les ruines de la reine de Saba, mais c'est le fonctionnaire qui, ici, a autorisé Malraux et Corniglion-Molinier à partir explorer les ruines de la reine de Saba. Donc la bureaucratie, d'une certaine manière. Et donc, la bureaucratie... Mais ce n'est pas une bureaucratie simple, ce n'est pas une bureaucratie bulgare, ce n'est même pas la bureaucratie russe. C'est une bureaucratie lyrique. Le journal officiel est, à cet égard, quelque chose de délirant. Alors, une bureaucratie littéraire, c'est le concept que vous... Le concept d'une bureaucratie littéraire. Alors, ça s'est beaucoup aggravé ces dernières années, où on a quand même assez souvent l'impression que le journal officiel ressemble au Gorafi. C'est-à-dire qu'assez souvent, quand je vois... C'est devenu moins littéraire et plus loufoque. Exactement. Et de temps en temps, je me demande, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, voilà. Mais c'est vrai que nous sommes un peuple, nous sommes un peuple administratif, mais dans un genre qui confine assez souvent au loufoque. J'aime bien ça. Alors François Sureau, il y a un passage que j'aime beaucoup. J'aimerais que vous le lisiez. J'ai marqué, c'est sur cette page-là, j'ai marqué... Alors je saisis mes besicles. Hop. Quand je lis les auteurs fin de siècle, c'est celui-là ? Oui, absolument. Quand je lis les auteurs fin de siècle, je suis tour à tour convaincu par chacun d'entre eux et que leurs raisons d'approuver ou de détester sont les bonnes. Je crois avec Léoto que le style était meilleur du temps de la plume d'oie et des lampes à huile, avec Apollinaire que l'industrie est le charbon du rêve et que le cubisme mérite d'être défendu. Je crois avec Alain aux vertus du gouvernement radical, arrêté, tempéré, avec Barrès que le kantisme plat de cette mauvaise époque et de Burdeau est insusceptible de nous refaire une âme complète, avec Claudel que Ligugé ou à défaut le Japon valent mieux que Viviani qui prétendait éteindre dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus et finit au cabanon, avec Bergson, avec Proust, à la fécondation du présent par la mémoire. À la fin, je suis désorienté, comme par cette époque où je vis, l'aimant et la détestant tour à tour, mais essayant d'y voir les allées d'un salut imprécis, vaguement entrevu, pour tous et pour moi-même. Alors, c'est une sorte d'autoportrait, François Sureau ? Oui, c'est un autoportrait de quelqu'un qui... comment dire, je ne voudrais pas paraître moins français que je ne suis, en me détachant de mon tuf originel, mais je suis frappé par notre binarité. C'est-à-dire, je suis frappé qu'on ne peut pas être ceci et cela, alors que dans la vie, en fait, nous savons bien que nous sommes ceci et cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tant aimé Apollinaire, par exemple, qui réussit à combiner à la fois d'être en littérature l'un des premiers féministes français, au point d'ailleurs d'écrire sous un pseudonyme de femme des textes absolument invraisemblables, un défenseur des droits des homosexuels, un catholique assez souvent mystique, un familier de la Kabbale, au point que les critiques qui le critiquaient à l'époque parlaient de lui, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, parce qu'il était dreyfusard comme du juif apollinaire, ce qui est quand même assez saisissant. Un défenseur du cubisme et du monde moderne qui, par ailleurs, adorait le drapeau, Georges Clémenceau, et pour lequel le plus beau moment de sa vie était le moment de sa mort, quand on lui a mis l'uniforme bleu horizon avec la croix de guerre avec palme. J'aime cette idée-là. J'aime cette idée polyédrique, en fait. Dans le monde actuel, il y a des choses qui me révoltent et des choses qui me plaisent, mais c'est notre monde, et au fond, je l'aime bien tel qu'il est. Voilà. Alors, il y a un autre je précise d'ailleurs, puisque... Ouais.
puisqu'on est chez RCJ, que l'un des plaisirs de ce genre de rencontre est de recommander des lectures aux gens qui nous écoutent. Je leur recommande la lecture de ce qui est pour moi l'un des plus beaux textes qui vraiment m'a accompagné toutes ces années, dont malheureusement je ne parle pas dans ce livre-là, mais dont j'ai parlé dans un livre précédent, qui est un texte d'Apollinaire qui s'appelle Le Passant de Prague. Le Passant de Prague, ça raconte l'histoire d'Apollinaire. Enfin, c'est Apollinaire qui s'exprime à la première personne. C'est un texte assez court, une quarantaine de pages. Il visite les bords du Rhin, et puis il va jusqu'en Europe centrale, c'est avant la Première Guerre mondiale. Il était à l'époque précepteur d'une famille allemande, et il arrive à Prague, et puis à Prague, il est dans une période de sa vie où il se demande ce qu'il va faire de son avenir, ce qu'il va faire de sa vie, et donc il visite Prague, il voit le Drachin, il voit le pont Charles, il va voir les églises, etc. Et puis il y a toujours quelqu'un qui le suit, qui l'accompagne, qui est un monsieur grand, élégant, un peu comme le patineur dans la chanson de Julien Clerc, vous savez, il patinait. Voilà. Et puis cet homme le guide et lui explique ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé à Prague de manière générale. Et puis à un moment, il dit, alors qu'ils sont dans une place, c'est ici où j'ai failli me faire écharper en 1644. Et là, en fait, Apollinaire comprend, et je ne livre pas la suite, mais Apollinaire comprend que c'est le Juif errant qui lui fait visiter Prague. C'est un des plus beaux textes d'Apollinaire. Le Juif errant, je sens que c'est un personnage qui vous intéresse. Ah, moi qui suis le goy errant, c'est mon personnage, oui. Mais alors, les auditeurs de RCJ sont presque tous de bons lecteurs, donc c'est très bien de leur recommander des livres. Et d'ailleurs, à commencer par le vôtre, parce que dans votre livre, on peut aller vers beaucoup d'autres livres. Dans ce livre s'en aller. Alors, il y a un personnage que je connaissais absolument pas, évidemment, et qui m'a totalement fasciné. Je voudrais que vous en parliez un peu. C'est ce Levet. Ah, Henri Levet. Henri Levet est un type que j'aurais rêvé d'être, moi. Quand je suis rentré dans la fonction publique, maintenant c'est fini, tout ça, c'est des technocrates avec des petits costumes bleus, toujours le même, qui arrivent au ras du derrière, avec la cravate de même couleur que le costume, enfin bon, c'est terminé. Mais de mon temps, quand je suis rentré dans la fonction publique, il y avait encore les derniers originaux. Qu'est-ce qu'ils avaient, des nœuds papillons Il y a plus que ça. Moi, j'ai connu Andrieux, qui était le demi-frère de Louis Aragon. Oui. Qui vivait avec un jockey, ça se faisait pas tellement à l'époque, qui présidait la section de l'intérieur coiffé d'un chapeau de paille, et quand les gens qui débattaient devant lui de problèmes juridiques compliqués disaient, comme on le disait, comme l'a dit la Cour de Rion dans son arrêt du 2 mars 1954, il interrompait en disant « Rion, 5 minutes d'arrêt, allons pisser ». Bon, tout ça en séance publique. C'est des choses qu'on ne fait plus du tout maintenant. Ah non, ça serait mal vu. Ça serait extrêmement mal vu. Donc j'ai l'impression d'avoir connu souvent vraiment les derniers Maboul. Il y avait un consul comme ça, très célèbre, qui sommait de donner au Quai d'Orsay les heures d'ouverture de son consulat, avait répondu le consulat de France a un bled de la frontière de Chine. Le consulat de France à X ne ferme jamais. J'y vis seul depuis que vous m'y avez oublié il y a 30 ans. Voilà. Mais il faut oser répondre ce genre de trucs. Et Levet est un de ces personnages-là. Levet, né à Montbrison, d'un père qui devait être un sénateur radical, il faisait partie de ces jeunes hommes mélancoliques, au fond, qui vont de Musset-Jeune à Jacques Vacher, l'ami d'André Breton, en passant par Levet, personnage un peu mystérieux. Jacques Vacher est aussi dans votre livre. Vacher est un personnage incroyable. Et ils vont de l'un à l'autre. Et en fait, Levet a passé assez peu de temps comme consul en Amérique latine, en est revenu pour mourir extrêmement vite, en laissant une vingtaine de poèmes extraordinaires qui s'appellent les cartes postales. Et on n'est jamais sûr, et après d'ailleurs avoir prétendu avoir fait un grand voyage d'exploration en Inde et au Cambodge, et en fait Frédéric Vitou, qui avait étudié attentivement l'affaire, était à peu près convaincu, il l'a écrit dans un livre d'ailleurs, L'Express de Bénarès, du nom d'un roman que Levet n'a jamais écrit, avait montré qu'en fait il était probable qu'il n'était jamais parti. Soit qu'il se soit arrêté à Marseille pour vivre à Marseille tranquille pendant que toute sa famille le croyait au Cambodge, soit qu'il se soit arrêté à Aden. Et j'aime bien cette poésie drôlatique, elle est moins mélancolique que celle de Paul-Jean Toulet, mais elle est fantastique. Par exemple, ni les attraits, truc typique de Levet, ni les attraits des plus aimables Argentines, ni les courses à cheval dans la Pampa ne peuvent distraire de son spleen le consul général de France, à La Plata. Oui. Ou bien l'armambéique des messageries maritimes file 14 nœuds sur l'océan Indien.
le soleil se couche en déconfiture de crime sur la mer, plate, comme avec la main. Enfin, c'est désopilant, et puis le personnage est absolument Et on les incroyable. trouve facilement, les écrits de Levet? On les trouve, alors on trouve 4 poèmes de Levet dans l'anthologie de la poésie française de Gide, qu'on doit avoir en Pléiade maintenant. Et puis sans ça, les cartes postales ont dû être rééditées, les 30 poèmes des cartes postales ont dû être réédités. Est-ce que ça fait vraiment envie quand vous en parlez? C'est extrêmement poétique et charmant. Hein, ouais. Alors, au tout début, vous avez mentionné évidemment Victor Hugo. Il faut quand même en parler un petit peu, parce que s'il y a un homme qui s'en va, lui, il s'en va. C'est bien lui. Mais lui, il était déjà parti. Moi, je suis fasciné. Alors, ma tendresse pour Hugo a cru avec les années. Ce sont des personnages qu'on a quand même complètement panthéonisés, lagardés, michardisés. On leur a donné des rues, des places, etc. Mais la reconstitution de la vie de Hugo fait battre le cœur en permanence. D'abord, il fait partie de ceux qui ne sont pas vraiment là, alors qu'on croit qu'ils sont là, hantés par le souvenir de son père, hantés à la fois par... Vous parliez de la liberté tout à l'heure, par exemple, par la gloire, par l'idée de la gloire, par l'idée de la gloire nationale, et en même temps par l'idée de la liberté. Quand l'amant de sa mère, qui a beaucoup compté pour lui, s'appelait Fano de la Horie, et il était un petit garçon, et Fano de la Horie emmène sa mère et lui voir les illuminations qui célèbrent la victoire de Wagram. Et c'est magnifique, et le petit enfant tremble, il trouve ça beau, il y a comme une sorte de feu d'artifice, il y a des lumières partout, et dans la nuit des Champs-Élysées, si je puis dire, Fano de la Horie lui met la main sur l'épaule et lui dit « Enfant, souviens-toi de ceci, avant tout, la liberté ». Et Hugo est sans cesse partagé entre les deux. Il commence sa carrière en étant une espèce d'arriviste monarchiste, élu à la Chambre des Pairs. Il est le vicomte Hugo, fils de son père. Et puis pourtant, il passe la moitié de sa vie et de ses nuits dans les rues de Paris à ramasser des pauvres filles dont il fera ensuite un certain nombre de personnages, des misérables, et à s'occuper d'elles. Tout chez Hugo est en partie double. Quand il est à Guernsey, exilé parce qu'il proteste contre l'Empire, le régime policier, l'imposture de tout, les évêques qui donnent des consignes de vote, enfin tout ça lui fait absolument horreur. Et il est tendu vers cette polémique politique absolument permanente. Vous vous souvenez de la phrase quand il est... j'aime énormément cette phrase, il fait l'objet... Napoléon III, qu'il aimait beaucoup en réalité, veut le faire bénéficier d'une loi d'amnistie. Alors il lui fait dire par les différents agents que le gouvernement plaçait auprès de lui pour le surveiller en permanence que s'il rentre, il sera amnistié. Et Hugo, à ce moment-là, répond à Napoléon III par lettre « J'ai choisi de partager l'exil de la liberté. Lorsque la liberté rentrera, je rentrerai. » Voilà. Et pendant qu'il fait ça, il écrit les Misérables, il écrit les chansons des rues et des bois, qui sont un véritable délice. Voilà. Il est là et pas là, Victor Hugo, jusqu'à la fin. Et j'aime énormément ça. Mais comme vous le dites, François Sureau, tous ces écrivains qui ont été panthéonisés ou lagarde-micharisés, il faut les sortir de là. Ah, il faut les sortir, oui. Par exemple, Colette aussi a été lagarde-micharisée, alors que c'est vraiment quelqu'un de tellement libre. Elle est insaisissable. Oui. D'ailleurs, je crois que quand on avait voulu lui donner la Légion d'honneur, elle l'avait refusé en disant « La poitrine des femmes n'est pas faite pour l'honneur ». C'est quand même assez Mais bien. alors vous, François Sureau, dans Liberté, Égalité, Fraternité, vous prenez liberté tout de suite ? Oui, je prends liberté. Oui, je prends liberté, mais pour une raison très simple, c'est que, enfin, c'est compliqué à dire, mais je crois profondément à l'égalité. Alors ça, par égalité, en général, on vise l'égalité de droit. Vous voyez, l'égalité de tous devant le système de droit. Moi, c'est pas absolument le cas. Je dois mes expériences militaires de croire à l'égalité réelle des personnes. Je ne pense pas de cette manière que l'ordre social soit juste, à ce qui mette les bonnes personnes à la bonne place. La constatation de ma vie, c'est que, au fond, on trouvait des gens bien à tous les échelons de l'univers social, ce qui suffit d'ailleurs à mon avis, l'une des raisons qui fait que je ne me sens pas absolument être de droite, c'est que j'ai toujours remarqué que la droite, classique en tout cas, pensait que les hiérarchies sociales correspondaient à une certaine forme de hiérarchie naturelle. Qu'au fond, à part quelques déchets près, ceux qui étaient au-dessus du panier avaient toutes les raisons de l'être. L'expérience de ma vie est inverse. Et donc, je crois vraiment à l'égalité des personnes. C'est une chose que j'ai découverte à l'armée. Et je crois vraiment à l'égalité des personnes. Donc l'égalité, je n'ai pas besoin de militer pour elle. Pour moi, elle est là tout le temps. Alors que la liberté, oui, elle mérite d'être défendue, c'est sûr.
Mais vous parlez de vos expériences militaires, donc justement, pourquoi l'armée, François Suron? C'était pour moi une découverte. L'armée a été une... Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. Je pense que, comme dans toutes les familles françaises, on a beaucoup fait la guerre dans ma famille, depuis longtemps. Et donc, mais justement, vous faisiez partie d'une génération qui essayait d'éviter les guerres. Enfin, oui, alors en tout cas, oui, de l'éviter. Alors, évidemment, on les évitait parce qu'il n'y en avait pas, quoi, si je puis dire. Et en même temps, ça me plaçait dans une situation d'une sorte d'infériorité, quoi. J'aurais été le premier, donc, à ne pas savoir ce que... Voilà. C'est puéril, hein, mais c'est l'une des raisons qui m'a amené probablement à m'engager. La deuxième, je me souviens d'ailleurs du bonheur que j'ai eu, c'est pas bizarre de dire ça, mais pas du bonheur, le terme n'est pas le bon, mais mon premier engagement était en Yougoslavie. Et évidemment, m'étant engagé, j'avais naturellement peur de ce qui se passerait sur place, parce que tout ça n'est quand même absolument pas évident, et que je ne suis pas absolument un matamor. Et je suis allé voir un homme que j'ai profondément aimé, qui était mon parrain, qui s'appelait Klein, qui était un Alsacien, qui avait émigré au Maroc après le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne. Et c'était un combattant héroïque qui avait commandé la section de mortiers lourds du 8e tirailleur marocain au Mont-Cassin et au Belvédère. Et dont les deux dernières citations à l'ordre de l'armée étaient signées l'une par le maréchal Juin et l'autre par le général de Gaulle, ce qui était quand même pas absolument rien. Et je lui ai dit, bon alors voilà, je pars, est-ce que vous avez un conseil à me donner ? Et en débouchant une bouteille de rouge, il me dit non, j'ai pas vraiment de conseils à te donner. De toute façon, c'est pas la peine de te baisser quand ça siffle, parce que celle qui va te tuer, tu ne l'entendras pas. Évidemment, muni de ce viatique, je suis parti, évidemment, ayant encore plus peur que je n'avais eu. Et je crois que ce que j'ai cherché, c'est le lien avec la génération qui m'avait immédiatement précédé. Et en revanche, ce que j'ai trouvé, c'est un sentiment pour le coup, de fraternité entre les personnes qui ne doit rien, ni à l'origine, ni à la religion, ni à l'âge, ni au niveau d'études, ni aux classes sociales, ni à rien, et qui me paraissait infiniment précieux. C'est en particulier vrai à la Légion étrangère, parce que c'est aussi l'unité de la deuxième chance, de l'oubli, de l'amnésie, de l'identité déclarée. Et des gens qui viennent d'ailleurs. Des gens qui viennent d'ailleurs. Vous savez que l'une des plus belles histoires qu'on raconte à la Légion est l'histoire une histoire absolument exacte d'un légionnaire qui s'engage qui fait 2 séjours, qui s'engage après la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui fait 2 séjours en Indochine, plusieurs fois cité héroïque au combat, et au 2e séjour, ayant fini par être affecté dans l'unité où il voulait être affecté, quelque part dans la jungle, on ne sait où, il tue son chef de groupe. Et il le tue. Mais par inadvertance ou non, volontairement? Volontairement. Il le prend sur son dos et il le ramène au QG central parce qu'à la Légion, on n'abandonne pas ses morts. Et il dit, je l'ai ramené parce qu'à la Légion, on n'abandonne pas ses morts. Mais enfin, quand même, je viens de me taper 8 ans de campagne uniquement pour le retrouver, le tuer. 2 ou 6 ans de campagne, 2 séjours de 3 ans. Et là, on lui demande pourquoi il a fait ça. Et en fait, c'est un des juifs de Kishinev, Chichino, et qui s'était engagé uniquement pour pouvoir tuer le gardien du camp où sa famille était morte. Il a été jugé par un tribunal militaire français et acquitté, et il est parti finir ses jours en Israël. Ça, c'est typiquement une histoire de la Légion étrangère. Alors, autre sujet, François Sureau. Je ne sais pas s'il existe des enfances heureuses. Du moins, l'enfance est-elle tout près des choses ? Émotion et espoir mêlés dans un éternel immédiat, quand l'âge adulte m'est souvent apparu comme un voyage au milieu d'une forêt de miroirs déformants. J'aime beaucoup cette phrase. Moi, on parlait, vous savez, tout à l'heure, du déplacement, du voyage, et même de la vie mystique, si je puis dire. Il y a cette idée que l'enfance... Je n'ai pas la nostalgie de l'enfance, ou l'enfance, vous savez, la mélancolie de l'enfance, c'était mieux quand j'étais petit, papa, maman, les trains électriques, etc. Je ne crois pas que ce soit vraiment votre genre. Non, ça n'est pas tout à fait mon genre. En revanche, j'ai la nostalgie de ce sentiment très particulier de l'enfance, un sentiment presque mystique, où
le passé n'existe pas pour les enfants. L'avenir n'existe pas non plus, enfin, sauf sous le registre de quand je serai grand, je serai pompier, vous voyez. En fait, l'enfant vit dans un présent où il peut coïncider avec le monde. Sa conscience d'enfant coïncide avec le monde dans le présent, et c'est au fond quelque chose d'extrêmement précieux. Deux auteurs que j'aime beaucoup, qui appartiennent à deux traditions, Dieu sait, entièrement différentes, l'ont exprimé de manière magnifique. Vous avez un récit hassidique où le maître, où deux enfants jouent à cache-cache. Et puis l'un des enfants cesse de jouer à cache-cache pendant que l'autre est en train de le chercher. Et en fait, l'autre se rend compte que son petit camarade est allé avec sa famille écouter le rave qui parle de choses essentielles et ne l'a pas cherché. Et donc il est très triste, il se met à pleurer. Comment ça? Tu m'as dit que tu jouais et tu ne joues pas avec moi dans le présent, dans le présent du jeu. Et tout le monde s'attend à ce que le rave gronde ces enfants qui font chier. Et en fait, il ne gronde pas. C'est Lévi Isaac de Berditchev. Il ne gronde pas et il se met à pleurer. Alors tout le monde lui demande, mais pourquoi est-ce que vous vous mettez à pleurer? Il dit, parce que Dieu est comparable à cet enfant. Il veut jouer avec ses amis. Et ses amis ne veulent pas et préfèrent écouter la parole des grands. Cette phrase me paraît absolument extraordinaire. Et puis à l'autre bout, vous avez Bernanos, qui écrit à la fin de la préface des Grands Cimetières, le plus mort de tous les morts est encore le petit garçon que je fus, mais à la fin, c'est lui qui, rassemblant mes années en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Voilà. Je trouve cette phrase absolument extraordinaire. Alors, comme je le disais, on n'aura pas le temps de parler de tout ce livre parce qu'il est vraiment... C'est énorme, il ouvre des chemins partout. C'est le sentier au chemin qui bifurque de Borges, ce livre. Mais je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu de Somerset Maugham, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, et dont vous dites qu'il est une sorte de François Mitterrand à la fin de sa vie. Oui, alors il est assez drôle parce que, enfin, il y a un côté sinistre dans la fin de sa vie. Il est là à la Mauresque. Moi, j'aime beaucoup Somerset Maugham. Il est très sous-estimé. Oui, c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle un peu. Voilà, il est très sous-estimé. Alors, là aussi, on va recommander quand même quelques lectures. Il y a une lecture que j'ai adorée et qui donne beaucoup de lui-même. Bon, d'abord, il y a une lecture misogyne qui est extrêmement drôle, qui est le volume de nouvelles qui s'appelle « La femme dans la jungle ». Alors, La femme dans la jungle, c'est un truc très d'époque, hein, mais La femme dans la jungle, ça raconte la vie des coloniaux anglais en Malaisie ou en Inde, spécialement en Malaisie. Évidemment, les coloniaux épousent des femmes qui sont très malheureuses dans la jungle, et tout ça se termine extrêmement mal. Les femmes sont malheureuses et les hommes sont assez cons dans les livres de Somerset Maugham, en règle générale. Et le déroulement, il y a une conscience de la nature humaine comme une sorte de... c'est pas Maupassant, parce qu'il n'y a pas cette lourdeur de Maupassant, mais espèce une absence totale d'illusion sur la nature humaine qui est quand même exprimée de manière assez légère et passionnante. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un twist à la fin de chaque nouvelle. Ça fait qu'on est toujours surpris par ce qui se passe. Et il y a un volume de nouvelles extraordinaire qui s'appelle Mr. Ashenden, agent secret, où il raconte ses propres aventures quand il était agent secret de l'intelligence service à Berne et à Genève, sur les bords du lac, pendant la Première Guerre mondiale. Et à la fin de sa vie, il a été l'un des auteurs les plus connus, les plus vendus de son époque. Son étoile commence à pâlir. Il est à la Mauresque, à Villefranche, sur la côte d'Azur, environné avec son amant de l'époque. Il en a eu 2 ou 3 qui ont beaucoup compté pour lui à la fin de sa vie. Et ce qui me fascine, c'est que, alors qu'il avait jusque-là fait profession d'un athéisme radical, il se met à s'inquiéter et à se demander si, après tout, il n'y a pas quelque chose. Mouvement inverse de celui des croyants, par exemple, dont on imagine qu'ayant passé leur vie à croire qu'il y avait quelque chose, aux approches de la mort, se disent merde, peut-être il n'y a rien, et en fait, je me serais bien ennuyé en pure perte, quoi. Bon. Et lui, c'est l'inverse. Alors, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est que comment fait-il pour essayer de résoudre la question? Il fait appel à un professeur d'Oxford, Sir Alfred Ayer, qui est un logicien, qui était réputé pour être un athée professionnel, pour le faire venir et l'affermir dans l'athéisme jusqu'au dernier moment. Je trouve ça extrêmement drôle. Non, un personnage tout à fait étonnant. Alors, je sais qu'il nous reste à peine 5 minutes, mais je vais quand même lire un petit passage, parce qu'il ouvre sur un personnage dont je voudrais que vous parliez un peu, un personnage qui n'est pas très très connu. Je n'aime pas que dans les romans, les personnages soient désignés par leur prénom. Ce n'est pas seulement parce que je suis d'une génération où seuls les noms de famille comptaient, le reste relevant de l'anecdote intime et sans portée, mais parce que cette familiarité de l'auteur à l'égard de son personnage me semble déplacée, vulgaire, et met un obstacle sur le chemin du rêve. C'est comme ouvrir la porte d'un autre frigidaire que le sien. Je fais pourtant une exception pour Queuros, parce que je ne suis pas romancier,
qu'il m'a accompagné longtemps et que c'est ainsi que je pense à lui. Alors, qui est cet Alexandre? Alors, Alexandre est un personnage absolument incroyable. Alors qui est connu uniquement dans un tout petit cercle. À l'Académie d'inscription et belles-lettres, tout le monde connaît Alexandre Kshema de Korosh, qui est un Hongrois, qui était un sicule, une population absolument minoritaire. On s'interroge sur les sicules. Est-ce que c'est une variante des Juifs de Transylvanie? Est-ce que c'est des Avars modifiés, des Kutsovalaks dégénérés? Enfin, vous voyez quoi. On s'interroge sur les sicules, petite population utilisée par les Austro-Hongrois pour maintenir l'ordre sur les frontières orientales de l'Empire. Korosh, qui était... Ces personnages du 19e sont incroyables. Début 19e, il a 18 ans, il parle déjà 18 langues, dont 4 mortes. On le trouve génial, on l'envoie étudier, je ne sais pas où, à Berlin, à Vienne ou à Budapest. Et puis là, il décide de connaître, de découvrir l'origine mystérieuse de son peuple, origine qu'il imagine être située quelque part dans l'Himalaya. Il va se lancer dans un voyage qui va durer pratiquement toute sa vie, à pied, à cheval et en voiture, comme disait un Premier ministre français, faire des milliers de kilomètres, faire 3 fois le tour du monde pour trouver le berceau des sicules. Il ne va pas le trouver, il ne le trouvera pas, il mourra avant, à Darjeeling, en Inde, où on peut voir encore maintenant son tombeau, mais ce faisant, il aura découvert la civilisation tibétaine. Il aura séjourné dans les monastères du Tibet, et dans les monastères du Bhoutan et du Sikkim, et il est le premier auteur de la grande grammaire anglo-tibétaine, et il a eu une influence absolument considérable sur l'ethnographie, en quelque sorte malgré lui, parce qu'il se trouvait résider dans ces monastères à apprendre le tibétain, parce qu'il ne pouvait pas trouver l'origine. Et donc cette idée de l'origine qui se dérobe, et qui en se dérobant permet quand même ce type de réussite, m'apparaît extrêmement précieuse. Alors j'avais des tas d'autres questions, François Sureau, mais je crois que on va avoir le gong va sonner. Je vois Théo, notre réalisateur bien-aimé, qui fait des signes désespérés. Donc en tout cas, je peux dire à tous nos auditeurs que les réponses aux questions que je n'ai pas posées sont dans S'en aller. Et je voudrais finir sur une phrase que j'ai vraiment aimée aussi dans votre livre, c'est « Longtemps, je me suis caché de bonheur ». Oui, absolument. J'aurais passé ma vie au placard sans être forcé, ce qui est une destinée agréable. Merci beaucoup, François Sureau. Merci, Josiane Savigno.